à 16 ans, je refais le topo, j'étais au lycée et dans ma tête, je me disais que le droit, c'était vraiment le parcours le plus pratique, le plus accessible en tout cas, pour accéder à une certaine élévation, un statut social meilleur que celui que j'avais à l'époque et une rémunération intéressante. Et j'ai eu aucun master. J'ai remué ciel et terre, j'ai déjà envoyé peut-être une quarantaine, cinquantaine de mails à des directeurs de master. Rien. Quand j'avais une réponse, c'était non. Je suis partie voir des directeurs de master pour leur donner mon dossier, ils ont refusé. Avant d'aller plus loin, peut-être revenir à la base, au lycée, tu as expliqué que tu étais une très bonne élève. Donc je voulais savoir finalement, est-ce que tu avais des modèles de par tes parents, tes frères et sœurs? Qu'est-ce qui t'a donné en fait de finalement avoir des très bonnes notes à l'école et de candidater à la Sorbonne en droit? On a vraiment de la chance d'habiter en France, d'étudier en France et d'être aidé par un système qui te permet de pouvoir justement déménager, faire des études dans des grandes villes. Je pense que j'ai toujours su que j'allais peut-être faire une partie de ma carrière en France, mais une autre conséquente à l'étranger. Moi, tu me parles pas d'âge. Bienvenue sur le 6e épisode du média Me Parle Pas d'Âge. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Inès avec nous et Luc. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Luc, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Ok. Inès, j'ai une première question à te poser. C'était quoi ton ambition à 16 ans? Alors moi, à 16 ans, on remarquera que c'est très différent de ce que je veux faire aujourd'hui, mais je voulais être avocate. Avocate en droit international et j'avais un peu ce modèle qui était Amal Alameddine ou Ronan Farrow. Donc voilà, avocate en droit international. Ok, et maintenant, aujourd'hui, quel âge tu es? Qu'est-ce que tu fais? Alors maintenant, j'ai 22 ans et je suis à HEC, au programme Grande École d'HEC en M1. Ok, top. Maintenant, je te propose des questions un peu au format combiné. Tu réponds juste la proposition que tu préfères. Donc, t'es plutôt pizza ou burger? Pizza. T'es plutôt Côte d'Ivoire ou Cameroun? Côte d'Ivoire. Je suis métisse, à moitié ivoirienne, donc Côte d'Ivoire. T'es plutôt Bretagne ou Normandie? Bretagne. Ok. T'es plutôt 15e arrondissement ou 14e? 14e par fidélité, pardon. Et peut-être dernière question, t'es plutôt orange ou citron? Orange. Ok. Maintenant, on va commencer un peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es arrivé là? Enfin, par quoi t'as commencé? Qu'est-ce qui t'intéressait? Justement, si on vient à l'âge de 16 ans, par exemple, par quoi ça a débuté? C'était quoi tes envies à l'époque? Ok, top. Alors, à 16 ans, voilà, je refais le topo, j'étais au lycée et dans ma tête, je me disais que le droit, c'était vraiment le parcours le plus pratique, le plus accessible en tout cas, pour accéder à une certaine élévation, un statut social meilleur que celui que j'avais à l'époque et une rémunération intéressante. Et en même temps, quelque chose qui me plaisait, qui était un peu ce truc de défendre la veuve et l'orphelin, quoi. Donc, je m'étais mis en tête de faire des études de droit, jusqu'au bac. Bac, je l'ai eu, mention très bien, très bien. J'étais dans une petite ville de province qui s'appelle Saumur. Et j'ai été prise à la Sorbonne. Sorbonne en droit, je commence à la rentrée. Je fais 1-2 ans. Je commence un peu à avoir 2-3 déceptions. Je me rends compte que c'est pas tout à fait le format auquel je m'attendais. Je m'attendais peut-être à moins de théorie, plus de pratique, quelque chose un peu plus challengeant. Ma 3e année, je la passe à l'étranger. Je fais un Erasmus à Berlin, à la Freie Universität. J'ai passé une année formidable et qui correspondait beaucoup plus à ce qui me plaisait. Donc c'était beaucoup plus des cas pratiques, des études de cas, de la recherche, chose qui m'intéressait beaucoup plus. Et à la fin de ces 3 ans, on devait candidater au master de droit. Je candidate à plein de masters. J'ai peut-être une stratégie assez élitiste peut-être. Je voulais rester à Paris, dans des bonnes universités de droit. Dans des masters qui m'intéressaient aussi. Je voulais pas faire des masters qui m'intéressaient pas. Et j'ai eu aucun master. Aucun master. J'ai remué ciel et terre. J'ai déjà envoyé peut-être une quarantaine, cinquantaine de mails à des directeurs de master. Rien. Ou quand j'avais une réponse, c'était non. Je suis partie voir des directeurs de master pour leur donner mon dossier. Ils ont refusé. J'ai appelé le rectorat. Le rectorat m'a trouvé une place à l'université d'Aix-Marseille. Donc ça, c'était assez généreux de leur part. Aix-Marseille, ils n'étaient pas forcément obligés. Et c'était un master qui me plaisait. Mais je sentais que c'était pas mon destin. Je voulais rester sur Paris. Je voulais faire d'autres choses. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que j'ai fait une année de césure forcée.
Et pendant cette année de césure, j'ai un peu revu tout ce qui était mon orientation, mon projet professionnel, voir peut-être d'autres voies qui pouvaient me plaire, quel parcours je pourrais peut-être entreprendre désormais. J'ai fait un stage dans une ONG et j'ai candidaté en école de commerce et j'ai été prise à HEC Paris. Mais avant d'aller plus loin, peut-être revenir à la base, au lycée, tu as expliqué que tu étais une très bonne élève. Donc je voulais savoir finalement, est-ce que tu avais des modèles de par tes parents, tes frères et sœurs? Qu'est-ce qui t'a donné en fait d'être finalement avoir des très bonnes notes à l'école et de candidater à la Sorbonne en droit? Alors j'avais pas de modèle par rapport à mes parents dans le sens où j'ai surtout grandi avec ma mère et ma mère n'a pas énormément étudié en supérieur, n'a pas étudié en supérieur. Je n'ai pas de frères et sœurs non plus. Et donc voilà, j'ai pas forcément de modèle ou au moins de modèle familial, on va dire, pour effectuer cette étude-là. Est-ce que tu peux juste me préciser ta deuxième question? Et du coup, en fait, c'est finalement, si t'avais pas de modèle, qu'est-ce qui t'a donné envie, d'avoir des bonnes notes, Qu'est-ce qui m'a donné envie? Voilà, justement. Alors, ma mère n'avait pas forcément, n'était pas forcément cet archétype de personne qui avait fait un bac+5, qui avait fait d'énormes études, mais elle a toujours énormément cru en moi. Et elle a toujours énormément cru en moi. Elle s'est toujours énormément battue pour que j'ai une très bonne éducation. Elle m'a toujours mis en privé catholique, vraiment toujours, parce qu'elle voulait que je sois bien entourée, elle voulait que j'ai une très bonne éducation. Et ça me paraissait assez naturel. Parce que déjà les cours m'intéressaient. Enfin, moi, j'aime apprendre, j'adore étudier, j'aime apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre sur cette terre. Mais il y avait aussi ce côté... C'est quand même assez naturel pour moi tu fais des efforts, moi aussi je peux en faire, et pour te retourner l'appareil, quoi. Et je sais que quelque part, si moi je réussis, on pourra réussir à deux. Très bonne réponse. C'est vraiment inspirant. Et justement, pourquoi je t'ai orienté vers le droit? Au début, tu disais que c'était plutôt pratique, mais est-ce que c'est aussi les professeurs qui t'ont orienté vers le droit? Et aussi, à l'époque, il y avait les filières ou pas au bac? ES, S, ouais. Du coup, t'étais en quelle Moi, filière? j'étais en ES. Et pourquoi t'es allé en droit, du coup? Alors, pourquoi le droit? Non, j'avais pas de professeur qui m'avait particulièrement orienté dans ça. Moi, c'était plus, à l'époque, vraiment. Et je me rends compte de la différence entre le moi de lycée et le moi de maintenant. Mais à l'époque, pour moi, les écoles de commerce, ça ne servait à rien. Tu payais ton diplôme, je voyais pas l'intérêt dans ces choses-là, tu vois. Et ce qui est assez vrai, c'est que quand tu n'es pas dans ce milieu-là ou que t'es pas entouré de ce milieu-là, t'as pas assez de tangible, tu vois. Par exemple, les métiers en finance ou en conseil, tu dis, mais c'est pas des choses qui te parlent parce que c'est pas des choses que tu vois. Même dans ton quotidien, même dans les films, dans la culture G, c'est pas des choses que tu vois régulièrement. Maintenant, le métier d'avocat, c'est quelque chose que tu pouvais voir, qui était assez tangible et qui était socialement convenu comme un métier quelque part assez prestigieux, tu vois, assez rémunérateur et accessible, dans le sens où j'avais à faire 5 ans d'études, plus l'école d'avocature si je voulais la faire, 5 ans d'études, et après je pouvais accéder à ce métier-là. Sans avoir à payer. Et à la fac, et avec le système de bourse, et tu vois, les logements Crous, et puis la fac qui était gratuite pour les étudiants boursiers. Je voyais ça comme une possibilité d'accéder à des études supérieures intéressantes qui me plairaient et qui seraient intéressantes par la suite, sans mettre trop de pression ou de contraintes financières. Tu vois? Ouais. Et justement, comment s'est passée la transition de la, entre guillemets, province à finalement la vie parisienne? Quels étaient les obstacles, mais aussi les points positifs? Écoute, pour petite précision, quand j'étais enfant, j'avais grandi en région parisienne. Et quand je suis arrivée à Saumur à l'âge de 11 ans, pour moi, j'ai très mal vécu le changement. J'ai très mal vécu le changement. Et en fait, même si j'ai passé peut-être 7 ans dans cette ville-là, environ, je me sentais toujours au fond de moi parisienne quelque part. Je sentais que j'appartenais pas à cet environnement-là. Je me rêvais à autre part. Je me rêvais plutôt à Paris. Et j'avais juste hâte. Maintenant, peut-être la seule contrainte, ça a été plus financière, mais on a vraiment de la chance d'habiter en France. On a la chance d'étudier en France et d'être aidé par un système qui te permet de pouvoir justement déménager, faire des études dans des grandes villes. Encore une fois, système de bourse. T'as des aides quand tu changes d'académie.
T'as des aides à l'emménagement selon les villes aussi, ville de Paris. Donc grâce à tout ça, j'ai pu déménager de manière plus sereine. Peut-être la seule contrainte que j'avais eue, c'était notamment au niveau du logement du Crous, dans le sens où c'est très compliqué d'en avoir un. Mais bon, si peut-être quelqu'un écoute et est dans cette même situation, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Moi, je sais que j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit, mais écoute, va les voir. Dans la semaine, tu vas obtenir un truc. Je suis allée les voir, à Port-Royal, là-bas. Ouais, Et j'ai demandé à une assistante sociale. Je lui ai dit, écoutez, là, c'est vraiment compliqué. J'ai besoin d'un logement, s'il vous plaît. Et elle m'en a trouvé un en moins d'une semaine. Ah, c'est hyper intéressant. C'est vrai que à retenir, c'est l'importance d'être un peu proactive et proactif, de se dire, si on reste juste derrière notre écran ou derrière l'aspect administratif, ça va être vraiment des lenteurs. Mais que parfois, il faut forcer le destin en allant directement voir les assistantes sociales. Ouais. Très bien. T'as une question? Et ta première année de droit à la Sorbonne? Ouais. T'en as pensé quoi? Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as découvert l'univers du droit? Alors, ma première année de droit, je pense elle était un peu complexe dans le sens où c'était la première année de Covid. C'est vrai? En 2020. Ouais, 2019, enfin oui, en 2020 du coup, mais j'avais commencé c'est 2019-2020. Okay. Et donc les 6 premiers mois de droit, du coup, c'est là où j'ai un peu eu le parcours classique. Et là, j'étais un peu décontenancée dans le sens où je ne comprenais pas forcément les attentes qu'on avait de moi. Et encore une fois, comme je disais, c'était beaucoup de théorie et je m'attendais à des choses un peu plus pratiques. Ça m'intéressait quand même, tu vois, j'appréciais d'être à la Sorbonne, j'étais aussi d'être bien entourée par des professeurs qui étaient vraiment qui étaient des demi-dieux dans leur domaine, tu vois. Et j'étais parfois un peu déçue où certains professeurs lisaient littéralement les livres qu'ils éditaient. Vraiment, je me souviens, je donne pas le nom de la prof, mais en cours d'histoire du droit, au départ, il y avait tout l'amphi rempli et à la fin, il y avait plus personne. Pourquoi? Parce que son livre il coûtait 25 € chez Dalloz, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et tout le monde le prenait. Et littéralement, moi, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était ça, en fait. Tu vois, j'allais en cours et j'ai souligné, j'annotais mon livre parce que c'était ce qu'elle répétait, tu vois. Donc bon. Et du coup, tu voyais plus trop de grandes activités. Oui, c'est ça. Bon, je suis quand même je suis quand même restée jusqu'au bout, mais bon, c'est dommage, quoi. Ça aurait pu être un peu plus interactif. Mais après, voilà, les 6 mois d'après, c'était le Covid, donc c'était vraiment plus du tout la même ambiance. C'était les débuts du Covid, donc c'était un peu à tâtonnement, on savait pas trop comment s'organiser, combien de temps ça allait durer. Bon, c'était un peu complexe. Ok. Et après, par la suite, t'as pu découvrir des matières qui te plaisaient et comprendre ce qui ne te plaisait pas? Moi, j'ai toujours été très portée sur l'international. Je pense que j'ai toujours su que j'allais peut-être faire une partie de ma carrière en France, mais une autre peut-être assez conséquente à l'étranger. Et j'ai toujours été du coup attirée par les matières droit international, droit européen. C'est là où je performais le mieux pendant mes stages de droit, et c'est pour ça notamment que je suis partie à l'étranger, à Berlin. Et les matières, voilà, celles qui m'ont le plus plu, c'était finalement celles que j'ai eues à l'étranger, à Berlin, parce que déjà il y avait cette chose de tu peux choisir tes cours, beaucoup plus de cours. Et il y avait beaucoup plus de matières portées sur l'international. Donc j'ai des droits de cours international public, de système des Nations Unies, de l'accès à la justice pour tous, les libertés d'expression, des choses comme ça, des choses qui me parlaient un peu plus. Ok. Et justement, tu avais ces dimensions internationales. Et première question, qu'est-ce qui t'a plu finalement à l'international? Et deuxième question, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de partir à l'étranger? Est-ce que ça a été un plus conséquent dans ta vie aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose qui dépend finalement de la passion de chacun pour les matières internationales? Ok, alors ta deuxième question elle est très intéressante. D'abord je vais répondre à la première qui était sur les cours internationaux. Ouais, qu'est-ce que bon, ça après je pense que ça dépend, ça dépend plus de tout un chacun, tu vois, ça dépend de si tu veux rester au national ou à l'international. Moi c'est parce que je voulais partir à l'international et que c'était des choses qui m'intéressaient, parce que t'as une emprise t'as des connaissances plus globales sur le monde, tu comprends un peu mieux les choses d'un point de vue macro plutôt que micro. C'est plus ça qui m'intéresse. Maintenant, ça dépend de chacun. Maintenant, la deuxième question, qui était plus sur est-ce que ça sert finalement de partir international? Très honnêtement, je pense que j'aurais pas été prise dans l'école dans laquelle je suis actuellement si j'avais pas une expérience à l'international. J'ai adoré partir à Berlin, même si c'est très compliqué. Alors pour expliquer un peu mieux, Berlin, j'y suis allée, j'avais pas un souffle. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était que l'été, avant de partir à Berlin, j'avais commencé un petit job en freelance pour une entreprise et ils m'ont gardé. Donc j'ai pu faire du distanciel à Berlin. Sauf que c'était très compliqué parce que j'ai dû travailler 35 heures
par semaine. En plus de tes cours. En plus de mes cours. Ah ouais. En plus du projet associatif que j'avais à côté. En plus du sport, de la vie, d'essayer un peu de découvrir la ville, etc. Donc Tu dormais pas, quoi. je dormais pas, je devais énormément travailler. Donc c'est très compliqué. Et en même temps, je sais pas que j'ai un peu cette vision un peu biaisée. Maintenant, je sais que moi, ça m'a permis de développer plein de choses, tu vois, de l'organisation, beaucoup plus d'autonomie, de la débrouillardise, être plus créative aussi quelque part, parce qu'il faut s'organiser, trouver des moyens de. Je me souviens, c'est pas très bien, hein, mais pendant que j'étais en cours, bon, j'écoutais d'une oreille, hein. J'écoutais quand même d'une oreille. Mais de l'autre, j'étais en train de bosser sur mes projets associatifs, tu vois. Ou quand j'étais dans un autre cours, je travaillais, tu vois, typiquement. C'est pas très bien parce que normalement l'idéal serait d'être 100% focus sur ses cours, mais bon, faut être créatif parfois dans la vie pour se débrouiller. Et voilà. Donc il y a ce côté soft skills qui est intéressant, mais il y a ce côté aussi voilà, quand tu vas à l'international, c'est montrer aussi que tu es ouvert d'esprit, que tu veux faire des choses, que tu es prêt à rencontrer, à discuter. Enfin, moi je pense que ça peut être que bénéfique et le contraire, c'est recherché. Encore une fois, si j'avais pas fait cette expérience-là, je pense pas que j'aurais été prise dans l'école dans laquelle je suis actuellement. Ça a été déterminant dans ta ça a été dans ton admission. Ça a été une très très bonne. Je sais pas si ça a été totalement déterminant. Oui, ça a été déterminant. Remarque, oui, ça a été déterminant. Okay. Et aussi, dernier point, je suis partie en Allemagne sans parler allemand. C'est ce que j'allais venir. Comment faire avec la barrière de la langue. Bon. C'est un point qui est peut-être un peu regrettable, mais j'ai pas eu autant de liens que ça avec la population locale. Parce que je parlais pas allemand et en même temps c'est compréhensible, tu vois, tu veux pas t'intégrer à un groupe, tout le monde parle allemand, t'es la seule à pas parler allemand, ils vont pas parler H24 anglais parce que j'étais juste là, tu vois. Et moi comme je parlais pas allemand, finalement je suis restée souvent avec les internationaux. Ce qui m'a pas dérangé non plus, hein. Maintenant je suis contente parce que si je vais au Mexique, j'ai une chambre, si je vais à Londres, j'ai une chambre, enfin, tu vois, et au contraire, quand eux viennent, ils ont une chambre chez moi, toujours. Donc ça c'est génial. Mais voilà, moi ça m'a permis de énormément développer mon anglais. Je sais que notamment j'ai commencé à faire le shift un peu dans ma façon de parler anglais parce qu'avant je traduisais le français, tu vois, en anglais. Ouais. Et maintenant je parle plus en pensant en anglais. Voilà, c'est ça. C'est tellement différent. C'est pas la même façon de tu vois. C'est pas la même chose. C'est pas la même façon de parler. Ouais. Et il y a une vraie différence et on peut le noter, tu vois. Et ça a été peut-être ok. J'ai pas eu ce truc du côté allemand, mais au moins j'ai pu le rattraper du côté international et anglais. Du côté anglais, ok. Du coup, le stéréotype est vrai. Pour mieux parler anglais, faut partir. Pratiquer. Faut partir à l'étranger, faut pratiquer. Mais en fait, le truc c'est qu'il faut pratiquer, mais tu peux pas pratiquer en France. T'es entouré de Français, tu vois. La langue française, c'est normal. Donc faut partir à l'étranger. Faut rencontrer des gens. Aussi, t'as des applications qui s'appellent HelloTalk, notamment. Où tu peux discuter avec des gens. Donc c'est toujours mieux d'être complètement submergé. Mais après voilà. Se créer un environnement si on n'a pas l'occasion de partir ou pas d'être. Ok. Et justement, tu as parlé de projet associatif. C'était quel projet? Alors, mon projet associatif, c'était le guide de l'étudiant fauché. Pourquoi et comment est-ce que c'est parti? Je me souviens que c'était parti j'avais un très bon ami avec qui on adorait s'envoyer des bons plans. Ouais. Étudiants, tout le temps des bons plans, tout le temps des bons plans. On était un peu des rats sur ce point-là. Et je me souviens que j'étais dans cette structure qui s'appelle Article 1. Gros big up Article 1. Et il y avait ce programme qui s'appelait Programme Maison, où en gros on devait développer des projets associatifs dans une certaine localité. Moi je me souviens aussi que quand j'étais au lycée, j'avais déjà ce nom. Le guide de l'étudiant fauché, mais initialement je voulais faire des podcasts ou quelque chose comme ça, j'avais pas trop la structure. Et là je me suis dit, ok, il y a ce programme, il y a ce contexte, donc avec mon pote, et il y a cette idée que j'avais. Pourquoi est-ce que je mettrais pas tout ça en œuvre et me lancer dans ce que je voulais faire depuis quelques temps? Donc j'ai créé ce truc-là, qui était finalement initialement je voulais faire ça sur les réseaux sociaux, mais finalement ça s'est terminé en un recueil des informations les plus importantes pour les étudiants. Donc t'as un peu tout, t'as vraiment plein de volets différents, t'as des astuces financières, des aides, un recueil d'aides, comment financer ses études, comment faire des courses, faire du sport pas cher, culture aussi, accès à la culture pas chère. Donc c'était vraiment un peu un guide de l'étudiant fauché. Et c'était sous forme de bouclettes? C'est de bouclettes. Okay. De bouclettes, et en fait j'ai fait un site, leguidedelétudiant.com. C'est là son projet. Et du coup là voilà, on peut y accéder en PDF. Donc voilà. Ok, sympa. Et tu sais qu'aujourd'hui, vas-y. Tu sais si aujourd'hui, t'as eu de bons retours sur ce guide, s'il a beaucoup servi. Alors beaucoup, je sais pas, un peu quand même, dans le sens où je
sais que Article 1 du coup l'a utilisé sur leur site. Et quand j'ai été admise en tant que lauréate à l'Institut de l'engagement, j'ai fait un atelier avec eux. C'était assez sympa et je sais que ça pourrait se renouveler régulièrement pour voilà en parler un peu plus. Et petite anecdote, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise que je parle de mon projet et on me dise mais c'est toi qui as fait le guide du étudiant fauché. Et même à HEC, alors ça c'est trop drôle, j'étais partie à une soirée de la fondation HEC et j'avais bien sympathisé avec l'un de ceux qui bénéficiaient de la fondation, de la bourse de la fondation. Et à un moment, du coup, je discutais un peu de ce que j'avais fait et j'avais parlé du guide de l'étudiant fauché. Et comme il connaissait l'article 1, il m'a dit « Ah, mais c'est toi qui as fait le guide de l'étudiant fauché !» Donc bon, j'imagine... Ton guide, t'as percé à travers ton guide. T'avais une petite remarque. Ouais, c'était plus justement d'où te venait cet engagement, cette volonté d'aider les autres. Cette volonté c'est quoi, c'est des questions que je me pose, mais parfois j'ai l'impression que c'est assez naturel dans le sens où je pense que peut-être que ça vient... de mon propre milieu social, tu vois. Et je pense que c'est plus naturel quand tu viens d'un milieu social qui est un peu plus précaire que d'autres, d'être dans le partage et la solidarité, tu vois. Et il y a peut-être eu ce truc de, écoute, moi j'aurais adoré avoir un guide qui résume tout, comme ça je peux candidater à tel et tel truc, et j'aurais adoré avoir ça. Donc puisque ça n'existait pas, j'ai envie de le créer pour que d'autres n'est pas à se casser la tête autant que moi je me suis cassé la tête, tu vois. Et justement, tu as parlé de l'Institut de l'engagement. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça correspond et quel est le lien avec HEC justement? Alors, l'Institut de l'engagement, c'est un organisme qui reconnaît les engagements de jeunes. Donc, soit la grande majorité, c'est un service civique. Certains ont fait du bénévolat. Moi, c'est mon cas. Et en fait, ils ont plusieurs axes. Donc, soit c'est un axe d'aide à création d'activités, soit d'aide à la recherche d'emploi, soit d'aide à candidature formation. Ouais. Et moi, du coup, j'ai sollicité leur aide pour candidater en école de commerce. Et à quel moment tu as décidé de candidater en école de commerce? En école de commerce. Ça, c'est une très, très bonne question. Donc, je replace le contexte. Fin d'année 2022, fin d'année académique 2022, voilà, je candidate, je me fais refuser de partout, je pleure, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En plus, je suis quelqu'un, j'ai énormément d'ambition dans la vie. Et là pour moi, c'était la fin. Je me dis mais j'aurais plus jamais accès à mes ambitions, si eux me refusent, tout le monde me refusera, c'est fini. Bon. Je pense que j'ai peut-être dû pleurer pendant 1 mois, très honnêtement, et puis au bout d'un moment, je commence un peu à reprendre mes esprits et me dire quelle est la prochaine étape? Parce que tu vas pas rester comme ça, tu vois bien que ça fonctionne pas, personne te veut. Quelle est la prochaine étape? Bon. Je vais à un forum du droit, d'article 1. Et dans ce forum-là, je rencontre une fille qui est très sympa, qui s'appelle Eugénie. Et j'ai la première, approche du conseil. Elle était, je crois, en RSE, à Grant Thornton. Et elle me parle justement d'un truc qui était génial. Elle était doctorante en droit humanitaire, international, quelque chose comme ça. Et en fait, elle alliait ce doctorat-là à cette activité à Grant Thornton. Et en gros, elle s'occupait de vérifier la conformité au droit international et droits humains de chaque processus de production d'une entreprise, par exemple. Et c'était super intéressant. Je me suis dit, le conseil, intéressant comme voie. Sans me rendre compte. Et alors que quand j'étais au lycée, vraiment les écoles de commerce, ça me faisait fuir, je me suis énormément entourée de personnes qui étaient en école de commerce finalement. Et dont des amis très très proches, et j'en discute du coup avec certains d'entre eux, qui me disent l'école de commerce, est-ce que ça peut être ta voie, tu vois. Dans mon réseau, je connaissais quelqu'un de plus ou moins lent, qui était senior partner chez BCG, qui est un gros cabinet de conseil en stratégie. Et je lui envoie un petit mail. Alors je me souviens le mail. Bonjour, avec des grosses formules de politesse. J'ai eu une réponse en 3 mots. On s'appelle demain à 17h. Gros bisous. Tout comme ça. Quelque chose comme ça. Bon, on s'appelle. J'étais stressée comme pas possible. Et l'appel se passe extrêmement bien. Et à la fin de l'appel, voilà, et je me dis, c'est pour moi. Le conseil en stratégie, ça me plaît, ça m'intéresse. Plein de missions différentes, t'apprends énormément, tu vois plein de choses. Conseil en stratégie, c'est pour moi. Même si c'est dur, ça peut être une bonne voie pour moi.
Et la personne, vers la fin de l'appel, m'avait dit, écoute, si tu veux faire du conseil en stratégie, il n'y a pas 10 000 voies. C'est soit une école de commerce de classe A, soit une école d'ingénieur. Mais voilà, le reste, c'est pas possible. Et je me dis, bon, école d'ingénieur, c'est pas possible pour moi. C'est un peu tard. École de commerce, je commence à réfléchir et je me dis, bon, ça peut être sympa. À côté, quelques semaines, peut-être plus tard, je rencontre une autre fille. Vraiment, moi, ma vie, c'est un enchaînement de rencontres au bon moment, qui m'ont amené là où je suis. Mais c'est vraiment ça. Je rencontre une autre fille. Tina. J'adore Tina. On était dans la même résidence. Et elle avait posé une question par rapport à l'URSSAF ou quelque chose comme ça. Et moi, comme j'étais auto-entrepreneur, j'avais des réponses. Finalement, on a bien matché. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'avait parlé de l'Institut de l'engagement, justement. Et que finalement, et d'autres procédures aussi pour intégrer des écoles de commerce. Et tout ce qui était un peu finalement admission parallèle en école de commerce. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis dit, bon, peut-être que c'est possible. J'ai énormément travaillé pour ça. Je me souviens, voilà. De janvier à mai peut-être. Non, de janvier à avril. C'est très compliqué parce que j'alliais justement le stage. Ouais. Le week-end, j'avais un travail du week-end et le soir, j'avais un travail du soir. Donc grosso modo, mes journées en semaine, c'était du 10h à 22h. Et le week-end, je faisais un shift de 7h plus 1 heure de pause, donc peut-être 18h, 18h ou 12h, 20h. Bref. Et je devais aussi allier à ça une préparation de candidature en école de commerce, travailler le Taj-Maj, travailler le TOEIC, tous les essais, etc. J'ai candidaté notamment au Talent Spring de l'ESCP. Donc ça, c'est une procédure pour ceux qui ont été boursiers pendant 2 années sur 3, je crois, et qui n'ont pas fait de master encore. J'ai candidaté. Et c'est un dossier. Moi, j'avais fait 12 pages, hein. Je pensais que j'avais fait énormément, je pensais que j'avais fait beaucoup de pages. Ouais. Pas du tout. Il y en a qui ont fait 40 pages, tu vois. Donc, c'est énormément de temps pris. Il faut énormément de relecture, écrire. Et un dossier à propos de quoi? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tout. Honnêtement, je me suis jamais autant mise à nu que dans ce dossier-là, je pense. Il te demande tout. Pourquoi, comment, pourquoi ce changement maintenant? Quel est votre projet professionnel? Ah, c'est pour Talent Spring? Pour Talent Spring, ouais. Okay. Énormément de questions, sur toi, pas juste sur tes projets professionnels, tu vois, mais surtout sur toi. Il essaie vraiment de tout comprendre. Et du coup, voilà, j'ai énormément bossé ces choses-là, donc, voilà quel a été un peu le chemin pour atterrir dans mon école. Du coup, là, quand j'étais à l'ESCP, je vais à Talent Spring. Mm-hmm. Et ensuite, tu avais dit des écoles de commerce de classe A. Donc, c'était quoi? C'était HEC, ESSEC Je m'étais renseignée, du coup, sur le site de BCG, notamment. Ouais. Et en gros, sur leur site, c'est clair. Hein. Quand tu regardes un peu in-campus recruiting, c'est pour école de commerce, c'est HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon. Rien en dessous. Même pas les decks? Non, même pas les decks. Mais je sais que c'est possible. Il y a des gens qui font des decks et qui vont à BCG. Hein. Mais en tout cas, sur leur site, c'est écrit. Tu vois, c'est clair. 4. Voilà. Ah, c'est important à savoir. Quand on pense les diplômes, c'est important. Ils recrutent majoritairement dans ce exactement. Limite exclusivement même. Ouais. En tout cas, au niveau des écoles de commerce. Okay. J'ai juste pas candidaté, j'ai candidaté jusqu'à l'ESSEC, mais j'ai pas candidaté à l'ESSEC parce qu'il fallait un bac plus 4. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, et j'avais pas. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. KPSEC? Non, c'est pas ça. J'ai pas un autre truc encore. C'est, la procédure AST classique. Oui, les passerelles classiques, tu sais. Ouais, c'est juste pour qu'ils comprennent bien. Donc, si je résume, donc tu m'as dit c'est de début à mi 2023, c'est ça? Ouais, un peu avant quand même. Ouais, un peu avant. Donc fin 2022? Non, je veux dire avant, ouais, je veux dire, OK. Peut-être je m'y suis mis à fond peut-être de janvier à avril environ, tu vois. Donc de janvier à avril, donc t'as un emploi du temps de ouais. Fou. Et du coup, en plus, tu fais plusieurs candidatures différentes, parce que c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Non, t'as plein de Vas-y. Tu testes plusieurs écoles et tout. Ouais, au cas où. Ça d'avoir un backup plan. Et comment tu faisais pour justement t'organiser? Parce que là, pour m'organiser et avoir de l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour faire. Non, mais là, je vais dire des choses qui sont pas à dire. Hein. Mais bah après, tu sais qu'il faut aussi. Je me souviens que sur les dernières semaines avant de passer le Taj, c'était pas bien, mais genre, du coup, comme je faisais de 10h à 22h, donc, là, j'avais aucun, oh si. Bon, parfois, c'est pas bien non plus. Mais ma chargée de stage le savait, hein, pas de souci. Mais parfois, quand j'avais rien à faire au stage, je bossais mon Taj-Maj. Ouais. Je bossais mon Taj-Maj. Le soir, quand je rentrais, donc vers 22h peut-être, quelque chose comme ça, ouais, je crois. Ouais, vers 22h. Je révisais jusqu'à 2h du matin. Mais je tenais avec du café et du Red Bull, hein.
Il y avait pas d'autre solution, hein. Il y avait pas d'autre solution. Quand j'arrivais au stage, je me prenais un café le matin, un café l'après-midi. Quand j'arrivais le soir, là, je prenais double expresso quand j'étais à mon travail du soir. Et quand j'arrivais chez moi, je prenais une canette de Red Bull. Et j'ai fait ça, ça a pas duré très longtemps, hein. Pas plus d'un mois comme ça non-stop. Sinon, je faisais ça quand je pouvais les week-ends ou en fin de soirée, mais pas jusqu'à m'épuiser comme ça. Sinon après pendant le stage, mais voilà, en fait c'est dès que t'as du temps, tu l'utilises, tu t'organises comme tu peux, et je sais pas, en fait limite c'est instinctif parce que tu sais que t'as une deadline limitée, tu peux pas te louper, c'est maintenant ou jamais, donc faut bosser en fait, t'as pas d'autre choix. Et du coup quel a été le résultat des concours? Quel a été le résultat? Bon, alors j'étais prise à HEC. Ouais. Donc au final, quand j'étais prise à HEC, j'ai refusé toutes les autres écoles. Talent Spring, j'ai refusé avant qu'ils me donnent la réponse. EM Lyon, j'ai eu la réponse avant HEC, mais j'ai eu peut-être eu après, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai refusé aussi. Ouais. Et les decks, j'ai eu la réponse d'HEC avant d'y aller, à l'oral. Okay. Donc, mais j'avais été admissible du coup. Et comment tu t'es senti quand je me suis, mais j'y croyais pas, tu vois. Enfin, on en discutera peut-être juste après, mais il y avait ce truc où je me disais, mais j'ai failli pas candidater à HEC. Vraiment, j'ai envoyé ma candidature le dernier jour, un truc comme ça. Et pourquoi du coup? Parce que je me disais que, enfin, pourquoi est-ce qu'il me prendrait, tu vois? L'autocensure. Ouais, l'autocensure, puis enfin, tu te dis, mais il y a des gens tellement plus brillants sur cette terre, il y a des gens tellement plus de stages, plus de prestige, plus de master, je sais pas, il y a plein de trucs. Pourquoi est-ce qu'ils me prendraient moi? Tu vois, qu'est-ce qu'ils peuvent voir en moi qu'ils voient pas en d'autres, tu vois? Et j'ai failli pas candidater à HEC. Donc c'est pour ça que le jour où j'ai eu mes résultats, j'étais en stage. Et je stressais. J'en avais parlé à personne, quasiment personne. Peut-être, ça se comptait sur, peut-être 3 personnes, tu vois, un truc comme ça. Grand max. J'en ai parlé à personne. Et voilà, je suis sur mon ordinateur. Du coup, j'étais un peu moi-même à attendre la réponse parce que je savais que c'était ce jour-là. Et je vois 2 mails. Je vois un mail écrit regardez vos résultats sur le site HEC. Et le deuxième mail, c'était admission, je sais pas quoi. Je me dis mais c'est quoi ce mail-là qu'est-ce qu'il veut dire admission de quoi? Ça veut dire quoi? Et je vais sur le site et je regarde, il y a écrit congratulations. Je me dis mais c'est quoi ça? Il y avait une pote juste à côté de moi, une stagiaire aussi. Je lui dis viens lire avec moi. Est-ce que je suis en train de voir ce que je suis en train de voir là? Parce que j'y croyais pas. Et elle me dit bah ouais, t'as été admise à HEC, félicitations. On a commencé à crier. Le commerce de France. Mais oui, on a commencé à crier, tout le monde a crié, on était là, félicitations. Mais pour te dire, j'étais tellement dans le déni à un certain moment que honnêtement, ça a dû me durer 1 mois. Avant que je me dise que tu te rendes compte que t'étais vraiment prise. C'est ça, je me suis dit non mais ça se trouve c'est une erreur de dossier, ils m'ont accepté, ils voulaient prendre quelqu'un d'autre. Non vraiment. Okay. Je te jure et j'ai des potes carrément qui m'ont dit mais non, mais de toute façon dis-toi que de toute façon même si c'est le cas, juridiquement ils peuvent pas te retirer l'admission. Donc mais ouais, non, j'y croyais pas. Pour moi, c'était pas possible. Il y avait un truc qui fonctionnait pas. Et puis, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à payer aussi les frais d'inscription, je me suis dit, là, c'est réel. Là, c'est réel. Ok. Et justement, si on parle des écoles de commerce, parce que on a vu que avant, t'avais un peu des a priori sur ces écoles, et que finalement, t'as fini par en faire une. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours utile de faire une école de commerce? Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça m'apportera dans le futur, il n'y avait pas aussi. Et qu'est-ce que ça t'apportera dans le futur exactement? Alors pour moi, bien sûr, tout dépend de ce que tu veux faire, tu vois. Si tu veux si tu veux avoir un petit CDI tranquille sans trop te prendre la tête, je pense que tu peux très bien avoir des très très bonnes formations, par exemple en IAE, à Dauphine, à l'université, pas de souci. Maintenant, si tu veux faire une école de commerce, moi je pense que c'est très bien de faire une école de commerce. Et c'est toujours très pertinent. Ça dépendra toujours de ce que tu veux faire. Moi, pour mes objectifs professionnels, notamment conseil en stratégie, à minima, il y a d'autres trucs qui me plaisent. Mais bon, conseil en stratégie à minima, c'est essentiel. C'est essentiel parce que il y a ce truc quand même assez élitiste dans ces cabinets-là et il faut passer par là. Il faut jouer avec le jeu, tu vois. Tu veux pas créer tout le temps tes règles. Il faut que tu joues avec le jeu pour gagner du temps. Donc voilà. Mais oui, dans les écoles de commerce, ça dépend. Je dirais que ça dépend de tes objectifs. Mais si t'as des objectifs qui font sens avec le fait de faire une école de commerce,
pas se censurer et tester. Et justement, quelqu'un qui voudrait faire une école de commerce, qu'est-ce que tu le conseillerais? Quelle voie il doit opter pour justement avoir les chances d'être admis ou admise dans les meilleures écoles? Dans les meilleures écoles, alors je dirais que tout dépend. Dans le sens où HEC, ils prennent très très peu d'AST français. AST, c'est le concours. Admission parallèle. Admission parallèle. Okay. C'est admission sur titre. Ouais. Et si toi, t'as soit titre français, soit titre international. Donc, AST, ils se prennent très peu de français. HEC, ils prennent très peu de français. Les SEC, ils en prennent beaucoup plus. Ils en prennent plus que le SCP. Et la plus grosse école du top 5 qui en prend, c'est surtout l'EM. Ils en prennent énormément. Donc je dirais que si tu veux faire l'EM, va en fac. Va en fac, tu te fais kiffer, tu vas à l'étranger, tu vis ta vie, tu vois, t'apprends des trucs qui t'intéressent et après tu vas à l'EM. Maintenant, pour les autres écoles, je pourrais pas donner de conseils, et surtout, encore moins pour HEC, parce que je trouve que HEC, ce serait vraiment un jeu risqué de faire un diplôme français pour candidater à HEC, parce qu'il y a tellement de concurrence et tellement peu de place que ce serait compliqué. Donc bien sûr, une prépa, ce serait plus logique. Maintenant, ce qui existe aussi, et ce qui est assez débattu, c'est les Français qui vont à l'étranger, qui font un bachelor à l'étranger et qui reviennent, non pas admission sur titre français, mais admission sur titre international, tu vois. D'accord. Même si t'es français, tu peux candidater à cette voie-là. Et je sais qu'il y a des écoles de commerce maintenant qui font plus de distinction, qui font admission sur titre tout court. Mais je sais que il y a encore énormément d'écoles qui, c'est un peu la voie. Ça dépend des points de vue. Mais il y a des, bien sûr, du prépa, pour eux, c'est limite de la triche. Tu vois, il y en a qui sont vraiment très, très énervés par rapport à ça. Parce que pour eux, tu passes 3 ans à vivre la vie douce, alors que eux, ils ont charbonné pendant 2 ans non-stop Mais après, c'est chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut aussi, c'est la vie de chacun. Mais ouais, non, il y a pas forcément de voie unique. Je pense que ça dépend de chacun et en fait, tu fais ce qui te plaît. Et après, tu vois comment tu évolues et tu vois ce que tu veux, en fait. Mais par exemple, si tu veux faire HEC, moi, je dirais, la meilleure chose, c'est de faire de la prépa. Mais justement, Pierre pourra en parler, mais il me semblait que justement, la prépa, aujourd'hui, c'était plus la voie qui était la plus plébiscitée. C'est de grandes écoles de commerce et qu'il y a de plus en plus d'essor d'autres voies passerelles. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut? Des bachelors, des choses comme ça. Exactement. Ouais. C'est vrai que même HEC, pendant longtemps, ils ont pas fait de bachelor, des choses comme ça. Je crois que c'était vraiment l'une des rares écoles de commerce qui faisait pas. Ouais. Et là, ils ont fait un bachelor avec Bocconi, je crois. Bocconi, ouais, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est Bocconi. C'est pour ça que je vais rebondir. C'était, sur la première question, justement sur l'utilité des écoles de commerce. Je dirais aussi qu'il faut faire attention dans le sens, c'est pas en tout homogène. C'est-à-dire que je pense que faire des écoles de commerce en fonction du projet professionnel, c'est utile. Mais ça dépend du classement de l'école. Parce que si c'est une école qui est très mal classée, clairement, et on doit faire un crédit pour faire cette école-là, on n'est même pas sûr que le salaire qu'on va avoir, on va pouvoir le rentabiliser rapidement. Donc je pense que c'est important de regarder aussi le taux d'insertion professionnelle, quels sont les salaires de sortie. Parce qu'effectivement, si on a le top 5, là je pense que ça vaut clairement le coup. Et après, Inès pourra mieux le dire que moi, mais je pense que en fait, en France, il y a ce qu'on appelle le signal par le diplôme. C'est-à-dire que quand on a un diplôme, c'est pas les cours d'HEC qui sont hyper compliqués, mais c'est le fait d'arriver à HEC qui est compliqué. Et donc, c'est un signal que, on est un candidat de qualité. Et donc, en fait, on va plus facilement rentrer dans des grandes entreprises par ce diplôme-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention parce qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce un peu fantômes qui prennent de l'argent. J'ai été prof en école de commerce, donc j'ai vu parfois c'est pas les mêmes niveaux. Donc, c'est important de voir ça. Et je crois la deuxième question, c'était sur les voies. Je pense, comme Inès l'a dit, c'est vraiment de partir de soi-même. C'est-à-dire que si on n'est pas autonome, par exemple, là, on voit Inès, elle est très proactive, elle a réussi à travailler à côté de ses études. Mais si on est quelqu'un qui a besoin d'être cadré, je pense que peut-être faire un tour d'un truc plus cadré comme un IUT ou une prépa, ça peut être mieux. Parce que je pense que la fac, si on n'est pas autonome et qu'on n'a pas forcément une ambition qui nous motive, on peut vite tomber dans la routine et finalement se contenter du minimum. Parce que je pense que ce qui te caractérise, c'était beaucoup aussi ton côté, je travaillais beaucoup à côté, job étudiant. J'adore faire plein de choses. T'allais chercher les informations, même la personne de BCG, tu lui as envoyé un mail. Quand une personne te donne une information, tu vas creuser. Mais si t'étais quelqu'un, qui attend
qui attendait que les choses venaient à elle, peut-être que tu serais pas à HEC aujourd'hui. Donc je pense que c'est important finalement de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie effectivement et de te dire par rapport à mes compétences, ma personnalité, qu'est-ce qui me motive, dans quel environnement j'arrive à développer mon potentiel, quelle est la meilleure voie, et voilà. Et après, du coup, c'était la question sur les bachelors. Du coup. Ça, c'est... je trouve que c'est une question très, très intéressante, très touchy. Honnêtement, j'ai pas de réponse fixe et actée pour ça. Je pense que ça répond encore à la même chose. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Encore une fois, je pense que t'as soulevé un point super intéressant. Tu vois, si t'as besoin de structure, si t'as besoin de cadre, c'est bien d'aller en prépa. Puis ça te permet de développer des méthodes de travail aussi très très intéressantes. Et les prépas aussi, je pense que tu développes des amitiés que tu trouveras pas forcément ailleurs. Tu vois, t'es dans un environnement où c'est dur, vous êtes ensemble, vous avez le même objectif, il faut vous serrer les coudes pour réussir. Tu vois. Maintenant, solidariser dans la souffrance. Ouais, exactement. Exactement. Maintenant. Je pense aussi que ça dépend. Il y a aussi une composante de moyens financiers. Tu vois, faire un bachelor, je crois que le SCP c'est quoi? C'est une dizaine de milliers d'euros l'année. Et c'est que aussi, HEC, je crois que ça coûte une blinde, mais c'est cher. Je crois que c'est 30 000, 40 000, non, j'exagère peut-être. Mais ça coûte très, 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 très cher, une année de bachelor. En France comme à l'étranger, je pense aussi. Si tu vas à LSI, à King's ou quoi, ça coûte aussi une dizaine de milliers. Dimension financière, ça compte aussi beaucoup, tu vois. Il compte, ok. Moi, je pense que, pour répondre à la question, je pense que cette tendance-là, il y a plusieurs raisons. La première que tu as soulevée, c'est économique, c'est-à-dire que ils se sont rendus compte que s'ils veulent gagner plus d'argent, autant choper le bassin de recrutement plus tôt. C'est-à-dire, au lieu de les faire payer que 3 ans ou 4 ans, si je les prends juste après le baccalauréat, du coup, j'ai 3 années en plus où ils vont payer. Donc, du coup, ça permet d'attirer aussi des chercheurs ou des professeurs de renommée parce que du coup, j'aurai plus d'argent pour faire face à la masse salariale. Donc, il y a beaucoup ça aussi. Donc, il y a aussi parce qu'il y a une forte concurrence aussi à HEC, c'est de concurrencer les business schools de Harvard, Wharton, etc. Et au Harvard, Wharton, eux, c'est 50 000 euros juste après leur baccalauréat. Donc, pour concurrencer ces mastodontes, il faut de l'argent. Donc, effectivement, ces bachelors-là, ça marche bien. Et surtout, je pense que les classes préparatoires sont très décriées. Ouais. Moi, par exemple, j'ai fait le CPS Henri IV, donc c'était comme une prépa en termes de charge de travail. Et c'est vrai que des fois, on se pose la question, pourquoi on doit autant souffrir pour arriver au même point que certains qui vont pas passer par la classe préparatoire. Et surtout, t'as même pas le temps de te connaître. C'est-à-dire que t'es tellement dans le focus du truc. Ouais, dans le focus du concours, en tout cas, avoir une bonne note ou survivre. La limite, c'est survivre de base, la question. Qu'en fait, tu prends pas le temps de savoir, mais en fait, moi, je veux quoi? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Ouais. Et quand t'es boursier, comment je fais pour travailler à côté de tes études? Donc, donc, je trouve, moi, j'avoue que je suis pas un très grand partisan de ça, même si je suis passé par là. Je trouve que, faut travailler dur, mais je pense qu'il y a un surdosage en France. Surtout qu'on doit être l'un des seuls pays à avoir un peu ce système de concours via les classes préparatoires. Surtout qu'on voit après la charge de travail qu'on te demande en école. Je dis, mais pourquoi nous demander autant avant? Et pourquoi pas le lycée? La charge de travail, de la classe préparatoire ou en cas du bachelor au master. À la fin des études. Justement, à propos de ça, on peut en parler. Toi qui es maintenant à HEC, est-ce que tu dirais que tu travailles beaucoup moins qu'avant, enfin, que tu as plus de temps et de liberté pour tes autres projets ou que justement cette charge de travail est plus importante? Je pense que si j'étais allée à HEC avec un background entre guillemets d'ingénierie ou de maths ou des choses comme ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Même business administration, il y en a plein qui ont fait ça avant, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Maintenant, c'est pas le cas. Moi, le problème, c'est que j'ai pas fait de maths pendant 4 ans. C'est vrai. Tu vois. Et j'ai énormément de matières où il y a des concepts mathématiques, des choses comme ça. Il faut que je travaille plus pour me mettre à un niveau au moins égal que les autres, qui eux ont été beaucoup plus entourés de notions mathématiques ou de concepts comme ça. Tu vois, pour eux ça vient plus comme ça, et moi peut-être un peu moins. Donc je sais pas que c'est facile non plus, parce qu'on m'a vendu un peu le truc vraiment école de commerce, tu fais rien, tu bosses 1 heure par jour, c'est bon, ça fait tout. Et non, ça fait pas tout. Donc moi, il faut que je travaille quand même pour avoir des résultats à peu près corrects. Maintenant, j'ai quand même l'espace pour avoir une vie à côté, pour faire énormément d'événements networking, des conférences, des choses comme ça, pour on discuter, créer le réseau aussi. Tu vois, c'est pas que ce qui est bien avec les écoles de commerce, c'est que c'est pas que les cours.
On t'attend pas sur les cours, généralement. On t'attend plutôt sur ce qui va avec. Le réseau. Tu as les clubs aussi, c'est important pour t'intégrer sur une vie de campus. Et voilà, c'est pas juste les notes, c'est tout ce qui va avec aussi. Okay. Ça va, j'ai assez de temps pour ça. Et justement, toi, t'as participé à ça? Enfin, t'as trouvé une asso ou quelque chose dans lequel... J'ai trouvé quelques assos, ouais, qui me plaisaient. Bon, pour l'anecdote, du coup, là, pour l'instant, je suis à HEC Africa, HEC collectionneur d'art, HEC Imagine, et je suis Student Ambassador Coordinator. C'est-à-dire, je gère les Student Ambassadors. Donc, je suis Student Ambassador aussi. D'accord. Ambassadrice étudiante. Non, mais j'avais cru comprendre. Ok, mais trop, c'est trop cool. Et ok, et du coup, justement, parce que t'as eu ces dimensions de concours passerelle, t'avais pas fait de maths depuis la première année de droit, si je me trompe pas. Comment tu t'es repris dès la L3, entre la L3 et le M1, si j'ai bien compris? C'est là que t'as préparé ton concours passerelle pour intégrer HEC. Et il me semble que dans le Taj-Maj, enfin, sauf si je me trompe. Oui, il y a des maths. Mais après, le Taj-Maj, comment dire, c'est du bâté méchant, tu vois. D'accord, ok. C'est tu répètes, tu fais la même chose. Il y a pas de vision un peu holistique sur les mathématiques. D'accord. Alors donc que quand tu rentres en école, c'est beaucoup plus c'est des concepts c'est beaucoup plus conceptuel. Bah typiquement moi j'avais pris un élective, donc c'est un cours que tu choisis de macroéconomie parce que ça m'intéresse énormément, tu vois. Mais je me suis dit que ça serait de la macroéconomie littéraire, des choses, des concepts, des cas, des choses comme ça. Pas du tout. Des équations. Mais oui, des équations, des f, des dérivés, des je sais pas, des trucs que j'avais pas vu j'avais jamais vu, tu vois. J'avais jamais vu. Il avait mis en plus niveau de lycée, niveau d'algèbre basique. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est ça, en S, une année prép. Voilà. Donc absolument pas mon cas. Absolument pas mon cas. Donc là, par contre, j'ai dû beaucoup travailler pour l'examen pour avoir un truc à peu près correct, quoi. Mais non, tu vois, c'est des choses comme ça, typiquement, où il faut quand même travailler un peu à côté, quoi. C'est vrai que t'as pas fait de maths. Ouais. Si t'as pas fait de maths, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, hein. C'est une logique à avoir. C'est ça. Faut pas avoir peur, en tout cas. Pas avoir peur des maths. Aller en école de commerce. Okay. Et justement, t'as passé plusieurs euros. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui veut se préparer, justement? Alors moi, j'aime beaucoup l'exercice de l'oral. J'ai toujours été très à l'aise avec l'oral, l'oral en public. Donc, pour être très honnête, je l'ai pas énormément travaillé. Je vais être honnête, hein. J'ai pas énormément travaillé. J'ai juste fait, je fais énormément d'introspection aussi. Enfin, moi, avec moi-même, j'aime me comprendre, j'aime savoir ce que je veux. Donc, je me pose souvent des pourquoi. Mais la seule chose que j'ai fait, peut-être, surtout pour HEC, c'est surtout, j'ai pris une feuille et j'ai tout posé. Tu vois, j'ai fait un truc de qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que HEC peut m'apporter, pourquoi HEC et pas une autre, pourquoi moi et pas un autre. Grosso modo, c'était ça. Et après, j'ai tout posé pour un peu mieux me comprendre et pour savoir quoi répondre le jour J. Mais l'EM, je l'ai pas travaillé parce que en plus l'EM, c'est les trucs des questions là, des cartes que tu tires au sort. T'as 4 cartes que tu tires au sort. Et t'as des questions farfelues. Donc même si tu les travailles, ça ne sert à rien. Ouais, okay. Tu n'auras pas la question. C'est quoi comme type de question, par exemple? Alors si moi, j'avais eu quelle a été une bonne rencontre sur Internet. Est-ce que vous souhaiteriez faire un autre diplôme après votre programme en école? Qu'est-ce qui vous attriste? Et si vous aviez à mettre une taxe sur quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Okay. donc en fait, c'est plus des questions pour voir ta capacité à répondre, comment tu réfléchis. Exactement. Puis comprendre. Enfin, il y a aussi ta capacité à répondre, à pas être déstabilisé, mais derrière ces réponses-là aussi, tu comprends aussi la personnalité de la personne, tu vois. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça. Tu peux pas te préparer. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu peux pas te préparer. Donc ça sert à rien. Faut être naturel. Et de toute façon, si t'es là, c'est que normalement, ça fait sens dans ton projet. Et que si t'as été admissible à un moment, c'est que t'es en bonne voie. Donc continue sur ça et solidifie le pourquoi. Et quant à ça, c'est bon. Ok. Donc savoir qui on est. Ouais. Ce que tu veux. Si je résume, ce qu'on veut, ce que l'école peut apporter et ce que je peux apporter à l'école. Okay. Ouais. Et bien comprendre les attentes de l'école, parce qu'effectivement, si on demande quel diplôme vous voulez faire plus tard ou je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et c'est je sais pas, c'est pas dans la culture cohérent, de l'école ou pas encore avec l'école, ça peut être aussi éliminatoire. C'est vrai que des fois, il y a des questions pièges. Parce que moi, je sais que parfois, quand on fait des dossiers,
c'est important parfois de citer des professeurs, en tout cas, ou des anciens élèves de l'école, pour montrer justement qu'on s'inscrit dans la tradition de l'école, et pas forcément rentrer en conflit, parce que parfois on a l'image de, si je suis comment je peux dire ça? Je montre que je suis totalement différent des autres, que je suis hyper en conflit avec le côté traditionnel de l'école. Moi, j'aime démarquer, je peux rentrer, mais parfois, en fait, inconsciemment, on aime bien recruter des personnes avec qui on se dit, je pourrais prendre un petit déjeuner avec elle ou avec lui. Ou en tout cas, je sens qu'il pourra s'intégrer dans notre école, dans notre environnement. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est important, comme tu le disais, de bien se connaître, mais c'est hyper important aussi de bien connaître ses interlocuteurs ou son auditoire pour savoir aussi comment je vais adapter mes réponses, comment je vais illustrer mes réponses, etc. Parce qu'en réalité, l'oral, ça va analyser ta capacité de compréhension, d'expression orale, mais aussi ton intelligence émotionnelle, ton intelligence aussi de savoir, lui, comment il pense, qu'est-ce qu'il attend de moi et comment je vais reformuler la question. Donc, moi, c'est important, ça, de l'avoir en tête. Ouais, t'avais d'autres questions pour la partie? Non, pas pour cette partie-là, mais on va passer à la suivante. Parce que là, je regarde. Ouais, il nous reste 11 minutes. Sur les conseils, sur les conseils personnels que tu pourrais donner aux jeunes. T'as fait beaucoup de jobs étudiants à côté. Ouais. Durant toute ta scolarité, t'aurais un conseil pour trouver des jobs étudiants? Je sais que c'est pas forcément facile pour faire des jobs étudiants. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quel type de job étudiant t'as fait? Eu ouais. Ok. Alors ma première année, ouais, j'ai été babysitter. Okay. J'ai été babysitter de Paul et Maxence pendant peut-être 1 an. Après, j'ai été un peu babysitter pour les deux toujours de temps en temps et cat-sitter aussi pendant les vacances. Donc j'ai fait ça. Et puis après, les jobs étudiants que j'ai eu, c'est surtout avec StaffMe. StaffMe, j'avais trouvé justement mon travail que j'ai pu emporter à Berlin sur StaffMe. J'avais fait d'autres missions aussi. StaffMe, c'est une plateforme où tu peux trouver des missions d'intérim et soit t'as StaffMe auto-entrepreneur, soit StaffMe intérim maintenant. Donc t'as StaffMe, t'as Side aussi pour des petites missions comme ça. Après t'as Student Pop aussi, Student Pop. Mais sinon après voilà, c'est des choses assez classiques. Sinon tu tapes tu peux toujours commencer avec des trucs genre babysitting, des petites missions comme ça. Et sinon tu regardes sur LinkedIn, t'as toujours des trucs genre conseiller de vente. Moi, ce que je faisais les week-ends, j'étais à la Samaritaine de cette année-là. J'étais à la Samaritaine. Ça j'ai trouvé sur LinkedIn typiquement. Donc voilà. Typiquement LinkedIn pour peut-être des jobs étudiants un peu plus long terme, tu vois. Quand t'es étudiant, tu peux pas non plus faire énormément de choses. T'es assez limité parce que t'as pas non plus énormément d'expérience ni beaucoup de diplômes. Donc tu fais ça pendant quelques temps. Et sinon, si tu préfères plutôt du short terme, c'est plutôt StaffMe, Student Pop, encore une fois Side. Et si t'as de la chance, ton réseau, si tu connais quelqu'un, tu peux toujours aussi démarcher. Ça fonctionne. Vous pouvez toujours démarcher, par exemple, si vous êtes en droit, typiquement, vous pouvez toujours dire, écoutez, moi je suis étudiante en droit, est-ce que vous n'avez pas de besoin d'aide, même pour du juridique, tu vois, l'administratif, même pour ranger vos dossiers, au moins moi ça me fait une ligne sur le CV, ça vous permet de ranger 2-3 trucs, je suis disponible, donc voilà, ça peut ne pas fonctionner, mais ça peut fonctionner. Il faut vraiment être, comme je dis, proactif, tenter. Dans le pire des cas, on te dit non, dans le meilleur, t'as un petit job. C'est ça. Okay. Et justement, pour revenir sur ça, parce que on a vu que les relations que tu as eues ont joué quand même un rôle important dans ton parcours. Comment se créer du réseau quand on connaît pas, quand on connaît personne, quand on est un étudiant et qu'on débarque dans une ville un peu nouvelle? Je sais que c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Donc comment on fait pour rencontrer des gens? Parfois, t'as parlé d'événements networking. Quand on est étudiant, c'est pas des choses qu'on entend assez souvent. Donc comment s'intéresser à ce genre de choses? C'est totalement vrai ce que tu dis et je trouve que c'est encore plus vrai par rapport à la fac. Moi, je sais que je vois une énorme différence entre tout ce qui est networking et relations avec des entreprises quand j'avais ça à la fac que maintenant à HEC. Dans le sens où à HEC, on a carrément une plateforme où tout est répertorié. Du coup, j'ai juste à aller sur cette plateforme-là et à m'inscrire à chaque fois. Tu vois? D'accord. Donc, tu peux tous les faire toutes les semaines. Tous les faire. Ça fait, c'est juste moi et mon temps, tu vois. Mais je les fais tous parce que tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Tu sais jamais quelle chose peut t'intéresser. Moi, je te conseille, en tout cas, voilà. Tu fais un peu une veille. Tu regardes un peu sur LinkedIn. LinkedIn, c'est génial, hein. LinkedIn, c'est vraiment génial. Tu fais vraiment une veille. Tu ajoutes les personnes qui t'intéressent. Comme ça, même elle repartage du contenu. Elle repartage des événements, etc. Voilà. T'as un peu ces informations-là. Et puis, t'as ce point-là, du coup. T'as le point aussi il faut encore une fois oser. Il faut encore une fois oser et oser demander de l'aide. Oser de poser des questions. Oser démarcher sur LinkedIn. Dans le pire des cas, encore une fois, on te dit non. Dans le moyen cas, on te répond pas. Et dans le meilleur, on t'aide. Tu vois?
Faut vraiment, si t'as besoin d'informations, si t'as besoin de contacts, il faut savoir démarcher les gens. Il faut savoir poser des questions. Tu peux commencer petit, tu peux commencer grand, peu importe. Tu fais comme tu peux, tu fais selon ce qui t'intéresse, mais il faut démarcher. Et maintenant, je pense que le réseau aussi, c'est pas que un peu les gens comme ça qu'on voit un peu en forme de mentor, c'est aussi des gens qui sont à ton niveau et qui vont aussi grandir avec toi et qui vont forcément qui vont forcément avoir des gros postes aussi, pourquoi pas à un moment, tu vois. Je sais que j'ai discuté avec un prépa et en fait, ce qu'il me disait, c'est que la force aussi des écoles de commerce, quand tu viens d'une prépa, d'une prépa, c'est qu'au final, t'es entouré de personnes qui vont toutes partir dans des grandes écoles. Même quand t'es dans des lycées parisiens, tu vois, assez élitistes, t'es entouré de personnes qui vont toutes partir dans des grandes écoles. Donc, tes amis de maintenant, c'est les futurs dirigeants de demain, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que t'as pas forcément quand tu viens d'un petit lycée ou de province ou que t'as pas fait des grandes prépas, des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc que t'as aussi à créer toi. C'est, sortir, je saurais pas te dire où, mais même les soirées étudiantes, sortir, tu rencontres d'autres étudiants, faire du sport, t'inscrire dans des associations, tu vois, notamment Article 1. Moi, je sais que j'ai des copines qui font du droit Article 1, qui sont en école de commerce. Bah, typiquement, Aïda en école de commerce. Younes, il est ingénieur, il était à Rémitier. Donc, moi, c'est association, école, sport, tout ce que tu peux faire, en fait, reste pas dans ta chambre. C'est juste mon meilleur conseil. Reste pas dans ta chambre, sors. Dès que tu vois un événement, t'y vas. Tu rencontres, t'y vas. Tu discutes avec les gens. Après, quand tu discutes avec les gens, tu te connectes avec quelqu'un. Il va te connecter avec quelqu'un d'autre. Et encore, tu continues la connexion comme ça. C'est comme ça, en fait. C'est tout le temps des rencontres. Être ouvert aux choses, être proactif et ne pas rester chez soi. Ne pas rester chez soi. Tout le temps faire quelque chose. C'est hyper intéressant. Donc, du coup, je résume. C'est la proactivité, on l'a bien cerné. Mais c'est aussi le côté peut-être pas être fermé que dans son domaine, de se dire, je crois que c'est la force des liens faibles. C'est que parfois, les réseaux les plus utiles, c'est pas forcément ceux qui sont très proches de notre domaine, mais c'est parfois finalement, je sais pas, plus tard, j'ai besoin d'un stage dans un autre domaine. Du coup, c'est l'ami d'un tel qui va mettre en relation avec le patron ou le RH. Donc vraiment le côté s'ouvrir à travers les associations, comme tu l'as très bien dit. Là, on voyait dans tes associations à HEC qu'il y avait plein de domaines différents. Ouais. Donc qui dit plein de domaines différents, c'est aussi plein de types de personnalités et de compétences différentes. Et je pense aussi le point important, c'est le côté humain. Parce que quand on passe par l'associatif, par le sport ou par les études, quand tu parlais des classes préparatoires, c'est en fait des liens humains avant d'être purement intéressé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pour le réseau, c'est que lui peut m'apporter quoi tout de suite, lui peut m'apporter quoi tout de suite, etc. Mais je pense qu'il faut donner. Et peut-être que plus tard, c'est une graine qu'on va semer qui va être utile ou pas du tout. Mais je pense qu'il y a le côté, tester, s'ouvrir et voir si ça va. Exactement. En fait, plus tu aides, plus tu reçois. C'est bête, hein, mais en vrai, je pense qu'il y en a plein qui disent, moi, j'ai pas t'aider parce que t'es qui toi, en fait. Il y en a plein, ils sont un peu, comme tu le disais, en fait, de dire, je vise que en haut, quoi. C'est-à-dire que je peux pas aider quelqu'un de plus jeune que moi ou du même niveau que moi. Toujours regarder que en haut, alors qu'en réalité, tu sais pas qui il va devenir plus tard. Donc, jamais sous-estimer les autres. Exactement. Et toujours être respectueux et ne pas dévaloriser les autres. Ça, c'est important dans le réseau. Franchement, il y en a plein qui sont... Et je regarde, il nous reste combien de temps. Du coup, j'allais poser une question sur l'intégration, mais ça passe aussi par... T'as un peu répondu à cette question. Enfin, c'est plus par les assos, comment s'intégrer dans son école, les associations, aller parler aux gens, aller oser. Exactement. Ne pas rester dans sa chambre. Ne pas rester dans sa chambre. Tu vois, même pour réviser, tu restes pas dans ta chambre, tu vas la BU. Derrière son écran aussi. Derrière son écran. Ok. Et peut-être en avant-dernière ou dernière question en fonction de la longueur, c'est si tu devais changer des choses dans ton parcours, ce serait quoi? Cette question. J'adore cette question. C'est la dernière. Voilà. Pour être honnête, je changerais rien. Rien? Rien du tout. Parce que, tu vois, tout est arrivé à un tel moment. Enfin, tout est arrivé à un moment. Même quand je pensais que c'était la fin, c'était pas la fin, en fait, tu vois. Je changerais rien du tout à mon parcours. Je suis très contente de mon parcours. C'est beau, ça. Et du coup, comme on a encore du temps, qu'est-ce que tu dirais à la Inès qui avait 16 ans? Qui avait 16 ans? Ouais. C'est joli comme question. Serre les dents. Ça va être compliqué, mais tu vas y arriver. Très bien. Et Luc, t'as eu des personnes qui t'ont inspiré pour atteindre ce que t'as atteint aujourd'hui.
Est-ce que tu as eu des personnes qui avaient un parcours qui t'avaient inspiré et sur lequel tu voulais un peu te calquer? Calquer? Ouais. Connu, pas connu? Peu importe, enfin dans ton entourage ou alors moins proche de toi, mais que ce soit des personnes, je sais pas, un directeur d'une grande entreprise ou alors quelqu'un même une sorte de mentor qui te poussait et te disait ces choses-là que tu aurais dit à toi plus jeune. J'ai eu des mentors notamment mon dernier Joël, qui sont formés, qui ont été formés avec, mais j'ai pas eu peut-être quand j'ai commencé le droit, donc j'avais mentionné Amal Alamoudine, Ryan Faro, qui sont tous les deux des avocats très brillants, mais maintenant non, c'est pas tellement ça. Maintenant c'est plus plein de petites choses qui individuellement, dans plein de personnes différentes, qui m'inspirent assez, tu vois, sur des points différents. Parfois, quand c'est professionnel, je regarde un peu, tu sais, les postes que les gens ont, je regarde quels sont leurs parcours, pour voir, tu vois, quel stage ils ont fait, quelle connexion ils ont eu à quel moment, quelle école ils l'ont fait. C'est plus ça, tu vois. Mais pas forcément une personne comme ça qui représente parce que même moi, ça peut encore évoluer. Tu vois, c'est des choses, là, je suis du conseil en stratégie, mais à côté, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Peut-être que dans 10 ans, je ferai de la recherche, finalement, enfin, tout est sujet à évolution. Donc, plein de petites choses comme ça, mais plus LinkedIn, Ouais, LinkedIn, t'es très fan. J'ai détesté LinkedIn, hein. Je me souviens quand j'étais, tout début, là, quand c'était comme, je voulais pas créer LinkedIn, hein. Je disais, jamais de la vie vous me verrez sur LinkedIn. Maintenant, trop fan. LinkedIn, non, franchement, c'est trop utile. D'ailleurs, on a Top Voice. Top Voice LinkedIn. Top Voice LinkedIn. Bon, en tout cas, merci Inès pour ce témoignage. Vraiment, je pense que t'incarnes vraiment l'émission Me parle pas d'âge, c'est le côté ambitieux, persévérance, proactivité, vraiment ne jamais attendre que les opportunités viennent à nous, mais aller les chercher, forcer son destin. Donc, merci de nous avoir fait le plaisir et l'honneur d'être là. Merci à Luc pour ces très bonnes questions. Luc, très inspirant aussi, dans quelques années, il sera là. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour une prochaine émission sur le média Me parle pas d'âge. Merci beaucoup.